Mesdames et messieurs, bonjour. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Et voici la couleur. Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Deux émissions en direct vous attendent maintenant. Messieurs les censeurs, bonsoir. Claire, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Félindra, tête de tigre. Bloquez-vous ses paroles, voulez-vous changer quelque chose ? Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ah oui, rugby. Ah ouais. Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Tu es le maillon faible. Au revoir. T'as vraiment besoin de me cracher dessus. Bonjour et bienvenue dans le Club Média, une nouvelle émission d'une demi-heure que je vous propose et dans laquelle on va partager ensemble l'histoire de la télévision, mais aussi un petit peu de la radio. Je vous raconterai aussi des anecdotes et on rentrera dans les coulisses. On aura aussi l'occasion de se remémorer les plus grands moments car la télé et la radio font partie intégrante de notre patrimoine, de notre culture populaire et bien sûr de nos souvenirs. Et pour ce premier numéro, j'ai choisi de vous parler d'une émission qui existe depuis 1949 en France. Je veux bien sûr parler du journal télévisé. C'est même plus qu'une émission, c'est un véritable rendez-vous à une heure fixe avec un présentateur ou une présentatrice unique qui s'appuie sur les images pour présenter les actualités quotidiennes en un temps relativement restreint. Ce générique, vous vous en souvenez, c'est celui des journaux de TF1 entre 1975 et 1981. Un générique très coloré, ce n'est pas par hasard car les couleurs sont vues par 8 Français sur 10 à l'époque, même si les débuts de la télé en couleur ont été difficiles en raison de la somme considérable d'un téléviseur couleur à l'époque, environ 6000 francs. Je rappelle que le SMIC en 1980 avoisinait les 2500 francs, ça vous permet de vous faire une idée. Mais avant tout, j'ai envie de vous parler un peu de la genèse du JT pour bien comprendre le pourquoi du comment. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le journal télévisé n'est pas une création venue directement de la télévision, ou du moins pas dans la forme qu'on lui connaît. En effet, le journal télé s'inspire grandement des actualités filmées que l'on pouvait trouver au cinéma. À l'époque, on retrouvait ce format dans les salles obscures de manière hebdomadaire sous le nom de Pâté Journal. Il s'agissait en fait d'un rendez-vous cinématographique qui laissait place à l'émotion et au spectacle. Seuls les grands événements étaient filmés. On peut voir par exemple des rencontres sportives, des défilés militaires, des communications ou encore des événements politiques. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, les actualités filmées sont moins regardées et les gens se tournent peu à peu vers la télévision. Et c'est le 29 juin 1949 à 21h que le tout premier journal télévisé est diffusé pendant 15 minutes. Il est présenté par Pierre Sabag, qui, on peut le dire, est le père fondateur du journal, dans les studios de la rue Cognac-Jay. L'émission est transmise sur 3000 récepteurs individuels seulement à Paris, car l'antenne de diffusion est fixée en haut de la Tour Eiffel. Alors, il n'existe pas spécialement d'archives de ce premier journal. En revanche, je vous propose d'écouter Pierre Sabag qui commente ce premier journal sur le plateau de Léon Zitrone. Écoutons. Pierre Sabag, lui, a été, entre autres choses, je ne me risquerai pas à résumer même votre carrière. Merci. Vous avez été, entre autres choses, le créateur du journal télévisé. Le journal télévisé qui, lui, date de 10 ans avant 5 colonnes à la une. Quelle était la date exacte ? 29 juin 1949. Je ne l'avais pas choisi, je vous le dis tout de suite. Ça a été l'occasion. Et l'occasion, ça a été le premier reportage qui a fait du bruit. Moi, je ne peux plus le voir, je vous le dis tout de suite. C'est le reportage en ballon. Eh bien, nous allons le voir tout de même et vous allez nous le commenter. On va voir ça d'en haut, n'est-ce pas forcément ? Bien sûr. Il faut regarder l'information de loin. Alors là, nous sommes place de la Concorde et on va partir avec Audouin Dollfus comme pilote. Oui, je me souviens très très bien de tout ça. Et il va nous arriver quelques agaceries. Il y a Michel Vakevitch qui est à bord et qui tourne, bien entendu, avec une caméra américaine, Bell & Howell. Et voilà Audouin Dollfus. Nous survolons Paris. Et je me souviens que nous sommes passés là très très près du
du paratonnerre de l'Assemblée nationale. J'ai cru qu'on allait crever dessus. Non, pas du tout. On lâche un peu de lest et c'est de là que va venir notre malheur, non pas de ce lest qu'on lâche. Je souffle pour appeler des gens. Oui, pourquoi ? Parce que voilà ce qui se passe. Nous lâchons le grid drop. On a vu un arbre. Michel, là-bas, l'arbre, regarde, Varde. Et voilà qu'on va vers l'arbre. Cet arbre était un pommier. Et un brave homme accroche ce guide drop pour nous retenir. Est-ce que on va pouvoir atteindre et arrêter le ballon qui descend? Non, l'arbre est là. Nous butons dedans. Et là-bas, à l'horizon, que voit-on? On voit une ligne à haute tension. Une ligne à haute tension, nous butons dedans, le gaz s'échappe, s'enflamme devant les étincelles, le ballon brûle, 1500 mètres cubes de gaz qui brûlent. Vous voyez, j'essaye d'éteindre, j'essaye de sauver ce qui est sauvable. Ça s'est bien passé, pas avec les gendarmes, mais ça s'est bien passé pour les gens qui étaient là. Nous avons arrêté les trains dans la région, coupé le courant à tout le monde. Enfin, c'était le début du journal. L'État français n'accorde que peu d'importance à la télévision à la sortie de la guerre et le premier journal télévisé est plus en fait le résultat de l'initiative de Pierre Sabag plutôt que d'une politique gouvernementale. Il faut attendre 1950 pour voir la première antenne régionale être dressée à Lille et jusqu'au milieu des années 60 pour que la quasi-totalité de la France soit couverte. Et donc peu à peu, les moyens accordés au JT augmentent et sa forme se distingue des actualités filmées projetées au cinéma. En 1952, l'accession au trône de la reine Elisabeth II sera commentée en direct à la télévision. Dans la même période, la multiplication des caméras permet la naissance des reportages menés caméra à l'épaule par les reporters qui enquêtent et font du journalisme de terrain. Cette période est aussi celle des conflits militaires en Corée, en Indochine, puis en Algérie. La question se pose alors de la brutalité des images. Pour Pierre Sabag, je cite, « Le caméraman est le témoin de son temps, il doit tout tourner, en revanche doit-on présenter les images, ça c'est une autre question » dit-il. Le même Pierre Sabag explique aussi les premières tromperies que se sont permis ses équipes de reportage. Ainsi, dès les premières émissions, un des événements sportifs est le Tour de France. Lors d'une journée, la moto du caméraman télé fait une chute alors que le coureur Louison Bobet vient de s'échapper du peloton pour tenter d'emporter une étape. Ne disposant pas d'images de Louison Bobet à la suite de la chute, ce sont des images d'un autre coureur roulant en solitaire qui sont diffusées en lieu et place. La télévision connaît un tournant en 1963 avec la reprise en main de la télévision sous les mandats du général de Gaulle, mais aussi la naissance d'une nouvelle forme de JT. L'ORTF est sous le contrôle de l'État. Le rédacteur en chef de l'ORTF passe devant le ministre de l'Intérieur tous les matins pour présenter le programme du jour ou bien accueillir les observations sur le programme de la veille. Ce nouveau JT est caractérisé par l'apparition de la division entre le reportage et le studio et la présence dans ce dernier de spécialistes qui discutent les reportages avec le présentateur ou les présentateurs qui présentent des graphiques pour appuyer ses propos. Le contrôle trop répressif et constant du gouvernement mène cependant le JT vers une crise. Le 10 mai 1968, des manifestations d'étudiants tournent en émeute puis en affrontement avec la police. Les blessés sont importants et les dégâts matériels encore plus, mais au JT du soir, aucune mention de ces événements n'est faite. Les producteurs opposés à la censure lancent alors une grève le 11 mai qui ne se terminera que le 25 juin par la reprise du travail et le renvoi de plus de 200 professionnels de la télévision ainsi que la suppression d'émissions dites subversives. De 1968 à 1970, le journal connaît un déclin d'audience car il est jugé trop morne, trop censuré. Il faut attendre les années Pompidou pour pouvoir observer le réveil du JT sous le ciel du libéralisme. Dans les années 70, le journal télévisé se dote de nouveaux outils et de nouvelles caractéristiques qui sont pour la plupart maintenues jusqu'à aujourd'hui. On peut parler par exemple du prompteur ou aussi de l'arrivée d'un présentateur unique à l'écran. L'idée d'introduire un présentateur unique émane en fait de Pierre Desgroupes, alors nommé président de l'ORTF en s'inspirant du modèle provenant des États-Unis d'un présentateur censé être charismatique et devant incarner l'information. Il cherche en fait à fidéliser les téléspectateurs en crédibilisant l'information grâce à l'instauration d'une relation de confiance presque personnelle entre chaque téléspectateur et le présentateur qu'il retrouve à chaque édition du JT. Alors maintenant qu'on a parlé de la jeunesse du JT, on va faire une petite pause musicale et après j'ai envie de changer d'angle, j'ai envie qu'on parle davantage des présentateurs qui nous ont tous marqués. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind, when love's so hard to find.
De retour dans le Club Média, merci d'être à l'écoute d'RVL. On va continuer à parler du journal télévisé et plus particulièrement des présentateurs puisque le JT de 20h devient au fur et à mesure un rendez-vous très suivi chaque soir par des millions de téléspectateurs et certains extraits deviennent particulièrement célèbres. Alors je voulais qu'on parle pour commencer de Léon Zitrone, présentateur hors pair qui savait absolument tout faire. Des résultats épiques au mariage princier en passant bien sûr par le JT. Écoutons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette édition, la page de politique française sera assez brève et la page sportive, elle, sera fournie avec ski, judo et tiercé. Et puis, nous vous donnerons le témoignage personnel sur ce qui se passe à Téhéran de l'un de nos envoyés spéciaux, Bernard Benjamin, qui vient de rentrer de là-bas. Nous commencerons par le drame de la rue Monge, à Paris, au cours duquel 2 policiers, Gérard Croux et Jean Ruel, ont été tués par 2 jeunes malfrats appartenant à ce que l'on peut appeler une nouvelle race ou une nouvelle génération de criminels qui tirent et qui tuent sans hésitation. Les 2 policiers ont été cités à l'ordre de la nation. Plus tard, sur TF1, le journal de 20h de Roger Giquel, qui officie en semaine entre 1975 et 1980, est resté légendaire grâce à son ton bien à lui. Il devient présentateur du journal de 20h de TF1 malgré son manque total d'expérience. En concurrence avec Antenne 2, la chaîne lui demande en fait d'incarner l'information pour mieux se différencier et fidéliser le public justement. Chaque soir, Roger Giquel commence son journal avec un éditorial dans lequel il donne son avis. Cette personnalisation marque le passage à l'antenne de Roger Giquel, regardé chaque soir par des millions de Français. Écoutons-le justement. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort.
On peut parler aussi de la star du JT pendant des années, Patrick Poivre d'Arvor, sur Antenne 2 d'abord entre 1976 et 1984. Il effectue d'abord un premier remplacement en tant que présentateur du journal de 20h, Le Temps d'un week-end. Et le 15 août 1976, le directeur de la chaîne Jean-Pierre Elkabbach le choisit pour être le rédacteur en chef adjoint du journal télévisé de 20h et présenté en alternance avec Daniel Bilalian et Didier Lecat. En 1977, il est le présentateur unique du journal et à partir de 1987 jusqu'à 2008, il va officier sur TF1, tout juste privatisé. Le PDG de TF1, Patrick Lelay, et son vice-président Étienne Moujotte remarquent PPDA et l'installent le 31 août à la place de la journaliste Marie-France Cubada, aux rênes du journal télévisé de 20h qu'il présente du lundi au jeudi. Bien que courtisé par d'autres chaînes, notamment la 5, il reste sur TF1. En moins d'un an, le journal de la chaîne redevient le plus regardé de France devant celui d'Antenne 2, réunissant jusqu'à 10 millions de téléspectateurs. Il est relayé le week-end par Bruno Mazur d'août 1987 à 1990, puis ensuite par Ladislas Dehoyo en 1990 jusqu'en 1991 et ensuite Claire Chazal d'août 1991 jusqu'à juin 2008. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'Institut national du cancer a été officiellement installé aujourd'hui par les ministres de la Santé et de la Recherche. Il est destiné à coordonner la lutte contre ce fléau qui touche un homme sur 2, une femme sur 3 et provoque 150 000 décès par an. Le chef d'Al-Qaïda en Irak, Abu Moussa Zarqawi, aurait été blessé, dit un communiqué diffusé sur un site internet qui exhorte les musulmans à prier pour lui. Les Américains se méfient d'une ruse. Il s'agit de l'homme qu'ils recherchent le plus en Irak. Au surlendemain du meurtre d'un jeune homme à Perpignan, le maire de la ville veut associer toute la population à ce deuil en baissant les rideaux de fer des commerces samedi. 3 des 4 meurtriers présumés viennent d'être mis en examen. Un agent des assurances AGF soupçonné d'avoir détourné près de 18 millions d'euros auprès de 140 personnes. Il faisait signer à ses clients des contrats qu'il ne transmettait pas tout en encaissant les primes, mais indemnisait personnellement ses clients quand il y avait préjudice. À 5 jours du référendum sur le traité constitutionnel, les partisans de oui estiment que le jeu est encore ouvert, même si les derniers sondages donnent toujours une avance au non. Lionel Jospin est ce soir notre invité. C'est sa 2e intervention télévisée depuis 3 ans. À Roland-Garros, Amélie Mauresmo s'est qualifiée, la Belge Justine Hénin aussi. Chez les hommes, élimination d'André Agassi dès le premier tour lors de sa 18e participation. Élimination également de Santoro et de Gaël Monfils, qualification de Paul-Henri Mathieu et de Arnaud Clément. Alors on ne peut pas parler du JT sans penser à la première femme ayant présenté régulièrement le journal. Il s'agit bien sûr de Christine Ockrent sur la 2e chaîne de 1981 à 1985. Écoutons-la. Le rire en deuil, Louis de Funès est mort la nuit dernière. Invité de ce journal, l'autre comique français admiré par de Funès, Coluche. Le président Mitterrand au Maroc, long tête-à-tête aujourd'hui avec le roi Hassan II, pas d'objection de principe à la fourniture de centrales nucléaires françaises. Situation débloquée à la régie Renault, reprise du travail à Flins, négociation à Billancourt. La campagne des municipales, Jacques Chirac, Paul Quillès et Jacques Toubon, une partie de cache-cache ce matin dans le 13e arrondissement. Alors parfois le présentateur rencontre quelques soucis techniques, ça arrive, et à l'époque il n'y a pas d'oreillette. Un bon vieux téléphone permet de communiquer entre la régie et le plateau. Une illustration très drôle avec Jean-Claude Bourret qui rencontre de gros soucis techniques pendant son journal sur TF1 en essayant de garder son sang-froid. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Le pape Jean-Paul II n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. Il s'est couché après minuit et dès ce matin 8h30, le Saint-Père rencontrait à l'Annonciature les représentants des confessions chrétiennes non catholiques. Jacques Lenoir. Pour commencer cette 2e journée parisienne, Jean-Paul II tient 2 réunions. La première avec une vingtaine d'intellectuels français. Oui. Alors, il n'y a pas eu de miracle, le journal commence mal. Alors expliquez-moi ce qui se passe. Oui. Alors nous commençons par quel sujet? Ils ne sont pas prêts sur la 14, c'est intéressant. Oui. Bon, très bien.
Alors, nous allons donc commencer ce journal. Excusez-nous, nous avons un petit problème technique. Nous allons donc commencer ce journal par la matinée du pape Jean-Paul II à l'Élysée, qui a été reçue sous la pluie par le président Valéry Giscard d'Estaing. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur TF1. Le Français Patrick Pons sera peut-être pour la première fois dans l'histoire des sports mécaniques. Excusez-moi, oui ? Nous pouvons reprendre le rail. Eh bien, heureusement, car j'étais en train de dérailler. Merci. Alors, nous allons reprendre le rail d'Ouessant, autrement dit, le reportage de Jean-Pierre Quittard sur ce fameux rail d'Ouessant. Oui, ce sont les PTT ou c'est la télévision? Oui, nous sommes à nouveau en panne. C'est amusant. Non, nous ne sommes pas le 1er avril, donc je vais essayer de poursuivre ce journal en gardant mon calme. Vous n'avez plus rien du tout. Bien. Alors, on met la clé sous la porte, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Oui, non, je ne quitte pas. Vous ne quittez pas non plus, hein? Mais vous mettez à ma place aussi, merci. Alors, le rail d'Ouessant est prêt. Oui, dites donc, tout ça est bien amusant. Toujours dans un souci de fidélisation avec les téléspectateurs, les présentateurs vont de plus en plus incarner et même façonner le JT à leur image. C'est le cas d'Yves Mourouzi qui présentera le journal de la mi-journée sur TF1 entre 1975 à 1988 et co-présenté à partir de 1981 avec Marie-Laure Augry. Il apporte un changement radical en étant le premier à faire sortir le journal de son studio avec un minimum d'un direct en extérieur par semaine. Il est également le premier à faire une interview du secrétaire général du Parti communiste soviétique Léonid Brejnev en direct depuis la place Rouge à Moscou en plein cœur de la guerre froide. Bonjour. Bonjour Marie-Laure. Eh ben voilà, rien ne va plus. Vous êtes là? Marie-Laure, bonjour. Yves, bonjour. Den dobre. Je voudrais savoir si, dès le début de cette émission, vous êtes un président chébrant. Vous savez ce que c'est que chébrant? En 1988, c'est Jean-Pierre Pernaut qui prend la relève d'Yves Mourouzi au 13h de TF1. Jean-Pierre Pernaut va alors proposer quelque chose de totalement inédit et de radicalement différent. Il va mettre en avant les régions à une heure de grande écoute alors qu'au contraire, Yves Mourouzi présentait davantage des informations internationales et surtout centrées sur Paris. Et le journal de Jean-Pierre Pernaut va marquer les téléspectateurs de toutes les générations pendant 33 ans avant que Marie-Sophie Lacaro prenne le relais. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années. Pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier. Faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions, jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes 3 patrons, je tiens à les citer. Patrick Lelay qui nous a quittés il y a quelques mois, Nonce Paolini, Gilles Pélisson, m'avoir laissé cette liberté, formidable liberté et indépendance sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Mais je vous abandonne pas pour autant. Il y a une nouvelle chaîne sur Internet, la JPP TV, qui commence aujourd'hui. Je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier. C'est Jean-Pierre et vous, une émission qui vous donnera encore la parole. Voilà, j'arrête le cœur serré. Je suis confiant pour la suite. Marie-Sophie adore les régions. Je lui laisse les clés de la maison volontiers. C'est une maison qui est en très bon état, Marie-Sophie. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré les difficultés. Vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais.
Le journal télévisé est au chevet de l'actualité. Il est, on peut le dire, la vitrine du monde. Il nous informe quotidiennement sur des sujets variés, parfois quand l'actualité l'impose. Quand l'histoire s'écrit en direct, les programmes prévus sont interrompus par une édition spéciale. C'est le cas de ce jour de septembre 2001 ou encore le 5 décembre 2017. Écoutons. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h moins quart heure américaine. Les tours sont en feu, vous l'avez vu. Pas de bilan pour l'instant. On parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés, puisque à ce moment de la journée, ces bureaux du quartier de Wall Street sont déjà bien sûr occupés. Édition spéciale ce matin parce que nous avons appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday. Il était 2h44. Nous avons appris ce décès. Le chanteur s'est éteint à 74 ans. C'est sa femme, Laetitia, qui a envoyé ce communiqué à l'AFP. Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela, mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit, comme il aura vécu tout au long de sa vie avec courage et dignité jusqu'au dernier instant. Il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires, le cœur battant si fort dans un corps de rocker qui aura vécu toute une vie sans concession pour son public, pour ceux qui l'adulent et ceux qui l'aiment. Pendant longtemps, des journaux d'avant-soirée et des journaux d'après-soirée étaient proposés. C'est le cas de TF1 qui proposait un flash à 18h30 dans les années 80. La chaîne a également proposé dès sa création en 1975 jusqu'à 1992 un journal de la nuit, parfois même appelé journal de 23h. Ce journal était présenté par divers présentateurs comme Jean-Claude Narcy, Jean-Pierre Pernaut, Alain Rodier ou encore Jacques Lenoir. Mais à la création de LCI, la chaîne d'information continue du groupe TF1, un journal de 15 minutes produit par LCI justement était diffusé sur TF1 le soir entre minuit et 1h du matin et rediffusé plusieurs fois la nuit. De moins en moins regardé du fait de sa programmation beaucoup trop tardive, la diffusion s'est stoppée en 2001. Quant à France 2, la chaîne a également proposé divers journaux le soir en dehors du journal de 20h. La deuxième chaîne proposait un journal de la nuit diffusé entre 22h45 et 1h30 du matin pour une durée de 15 à 20 minutes et présenté par diverses personnes telles que Gérard Rolls, Florence Daucher, Philippe Cassot ou encore Hervé Claude. L'édition est devenue un tout en images en 2007 et elle a été supprimée de l'antenne en juillet 2013. Aujourd'hui, malgré la concurrence des réseaux sociaux et plus de 70 ans après sa création, le journal télévisé de 20h est toujours suivi par plus de 10 millions de Français cumulés entre TF1, France 2 et M6. Le journal télévisé est un genre tout à fait à part dans le paysage audiovisuel français. Il a suivi les flexions et les inflexions de l'histoire à la télévision française. Il reste une référence pour nous tous avec son caractère très traditionnel et solennel, toujours plus moderne, toujours plus interactif avec les téléspectateurs. Le journal n'a cessé de se réinventer. Les visages de l'information s'appellent aujourd'hui Gilles Boulot, Anne-Sophie Lapix, Xavier Desmoulins, Marie-Sophie Lacaro, Julien Bugier ou encore Anne-Claire Coudray. Le JT en tout cas reste une émission incontournable, un rendez-vous qui rassemble des millions de Français tous les jours. Voilà, c'est la fin de ce premier Club Média. J'espère que vous avez passé un bon moment à écouter ces grandes voix de la télévision qui ont marqué leur époque. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous laisse en chanson. Bonne suite de programme sur les 103.1 d'RVL. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres.
je m'en vais. Et ceux qui perlent sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal. Tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Je m'en vais.